Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui nous allons explorer les différents types alimentaires qui caractérisent les fourmis. Et oui, ces petits insectes sont énormément diversifiés. Il y a donc autant de diversité en alimentation, car chaque espèce a sa propre alimentation. Je vous invite donc à découvrir ensemble les différents types d'alimentation de nos chers amis les fourmis. En tout, j'ai décompté environ 5 types alimentaires, donc 5 types de fourmis. On va voir chaque type un à un. Commençons par un type extrêmement connu, notamment grâce au Messor barbarus, ce sont les granivores. Et oui, ces fourmis se nourrissent essentiellement de graines. Elles vont avoir plusieurs castes afin de pouvoir récupérer des graines plus ou moins grosses et également pour les concasser. Nous avons premièrement la caste des minors, c'est une caste de toutes petites ouvrières qui est faite pour récupérer les petites graines. Ensuite, nous avons les médias qui sont légèrement plus grosses que les minors et celles-ci vont récupérer des graines un petit peu plus grosses également et qui vont commencer à concasser ces graines-là. Et pour finir, les messors ont une arme redoutable contre les graines, ce sont les majors. Les majors, ce sont des fourmis spécialisées dans le concassage et le ramassage de graines. Avec leur énorme tête dotée de puissants muscles et de grosses mâchoires, elles vont pouvoir casser les graines les plus robustes. Une fois qu'elles ont concassé une graine, elles vont la mélanger à leur salive afin de préparer le fameux pain à fourmis, ce dont elles se nourrissent. Car oui, elles se nourrissent pas tout à fait des graines à proprement parler, elles vont faire un peu de pâtisserie. En plus de faire un petit peu de pâtisserie avec des graines, elles vont également faire du stock. Elles vont stocker une grosse quantité de graines à l'intérieur de leur nid afin de pouvoir parer à toute éventualité en cas de diète. Les nids de messors sont facilement reconnaissables dans la nature car à proximité il y a généralement un énorme dépôt de restes de graines. Passons dorénavant à la deuxième catégorie, c'est-à-dire les fourmis nectarivores. Celles-ci, comme leur nom l'indique, vont se nourrir essentiellement de nectar ou alors de liquide sucré, comme d'ailleurs une grosse partie des fourmis que nous connaissons aujourd'hui. Mais celles-ci, à l'encontre d'un autre groupe, elles n'élèvent pas de pucerons afin de récolter du miel. Elles vont plutôt puiser le nectar dans les fleurs afin de pouvoir boire ce fameux liquide sucré tant prisé. Je vise notamment les espèces comme les Camponotus ou alors les Formicae. Ce groupe de fourmis va jouer également un rôle dans la pollinisation. Et oui, il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent les fleurs. Le nectar se retrouvant généralement tout au fond de la fleur, il y a bien sûr le pollen qui est juste avant, qui va se déposer un tout petit peu sur les fourmis afin de pouvoir aller se déposer dans une autre fleur afin de perpétuer le cycle de reproduction de la plante. Il faut bien noter que c'est quand même un service écologique très important pour l'écosystème et la nature, étant donné que les plantes sont à base de toutes choses. Attaquant dorénavant à la troisième catégorie, les fourmis carnivores. C'est une catégorie très intéressante également, et tout aussi importante pour l'écosystème. On retrouve notamment les fameuses Phédole pallidula à l'intérieur de ce groupe, ou même les Diacamas, ou toute autre ponérine quelconque. Ces fourmis-là vont se nourrir essentiellement d'insectes. Bien sûr, elles vont se nourrir aussi un petit peu de liquide sucré, mais ce sera grandement des insectes. Dans cette catégorie, j'ai remarqué qu'il y avait deux sous-groupes. Le sous-groupe des insectes style Phédole pallidula, donc du coup ça va être des espèces très populeuses et qui se développent extrêmement vite afin de couvrir une grande superficie de fourragement. Et également le nombre fait leur force, ce qui leur permet de se nourrir d'insectes beaucoup plus gros qu'elles. Nous avons ensuite la seconde sous-catégorie, qui est celle des ponérines, selon moi. Là, on va retrouver plutôt des colonies assez petites qui ne vont pas excéder les plusieurs centaines d'individus. Mais pour pallier à cela, chaque individu sera taillé exclusivement pour abattre un insecte rapidement et efficacement. Elles sont également généralement munies d'un aiguillon et d'un venin qui permet d'immobiliser la proie ou même de la tuer. Celles-ci, à contrario des phédoles, elles vont plutôt chasser seules. Généralement, on remarque des individus de plus grande taille selon les espèces.
Nous allons dorénavant passer dans une catégorie totalement à l'opposé de la précédente. Ça va être des fourmis herbivores, les fourmis champignonistes. Dans ce groupe, nous allons retrouver essentiellement des Acromyrmex sp et des Atta sp. Cette fois, les fourmis ne vont pas se nourrir d'insectes, mais de champignons qu'elles vont s'amuser à cultiver. On peut dire que ces fourmis sont vraiment très ingénieuses, car c'est les premiers êtres vivants à avoir créé la culture. Car oui, elles ne se nourrissent pas directement de feuilles ou d'herbes comme nos amis les herbivores, les vaches ou les chevaux. Elles vont plutôt cultiver un champignon qui vont leur permettre de se nourrir. La reine, lors des essaimages, va emporter avec elle un petit bout de champignon dans sa bouche afin de pouvoir cultiver un nouveau champignon dans sa propre colonie. Et de là, à l'arrivée des premières ouvrières, elles vont commencer à couper les feuilles et les herbes aux alentours du nid afin de nourrir ce fameux champignon, pour qu'elles, en retour, puissent se nourrir également de ce champignon. Ces fourmis ont développé une superbe symbiose avec le champignon. Plus le champignon grossit, plus la colonie va grossir, car effectivement, il faut nourrir un petit peu toutes ces bouches qui arrivent. La gine ainsi que le couvain va se retrouver essentiellement dans ce champignon. Quand on dit culture, on dit déchets organiques, car vont nous créer des dépotoirs de ces fameux déchets qu'il faut tenir au plus loin du champignon. Nous allons passer dorénavant à la dernière catégorie, les fourmis myrmécophiles, et vous me demanderez qu'est-ce que cela signifie. Bien, je vais vous répondre tout de suite. Ça va être des fourmis qui vont vivre en symbiose avec d'autres espèces, un petit peu comme les fourmis champignonistes. Dans ce groupe, nous allons retrouver essentiellement des Lasius sp. Celles-ci, elles auront inventé tout simplement l'élevage. Elles vont notamment élever des pucerons ou alors des cochenilles qui vont s'amuser à sucer la sève des plantes et donner en échange du miella. On peut vraiment parler d'élevage comme nous les humains. Elles vont choisir non pas les pâturages, mais les endroits les plus accessibles pour les pucerons afin d'accéder au mieux à la sève de la plante. Elles vont également, comme nous, protéger les pucerons de toute attaque de coccinelles ou d'autres prédateurs de ceux-ci. Le miella que procurent les pucerons sont limite des drogues pour les fourmis, ce qui les pousse à les protéger coûte que coûte. Il est généralement assez simple d'observer des élevages de pucerons de fourmis. Il vous suffit d'aller dans le potager, regarder sur vos tomates. Et là, il y a de fortes chances que vous trouviez des pucerons et à proximité des Lasius sp qui vont les chérir comme si c'était des individus de la fourmilière. Comme on a pu le constater tout au long de cette vidéo, les fourmis sont vraiment extrêmement ingénieuses quand il s'agit de s'alimenter. Elles ont pour ça développé la culture, l'élevage et même la prédation. On peut remarquer du coup que les fourmis sont des insectes extrêmement importants pour la biodiversité de notre planète. J'espère que ce style de vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à vendredi prochain 18 h pour une prochaine vidéo et tout plein de bonnes choses pour vos fourmis. Salut tout le monde!